CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles de stress post-traumatique, ce phénomène qui engramme une réaction durable à un ou des événements traumatisants tels que guerre, agression, accident, violence répétée et qui provoque une reviviscence constante de ce traumatisme, c'est-à-dire une récurrence. Pour cela, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Gérard Chaput. Bonjour, docteur Chaput. Vous êtes ancien médecin-colonel et ancien conseiller des forces spéciales, militaires et services de sécurité. Vous êtes spécialiste du psychotraumatisme. Vous avez une grande expérience du stress opérationnel, du traitement de l'accompagnement des chocs post-traumatiques au service des blessés de la nation, des militaires, mais aussi des pompiers, des soignants, les services de sécurité, les victimes d'attentats, impactés par la violence et la rencontre avec la mort. Ça, c'est un point crucial que nous allons développer. Aujourd'hui, grâce à l'association Les Sentinelles de la Nation que vous avez cofondée, vous guidez les personnes atteintes de syndrome post-traumatique dans un parcours de reconstruction de soi et dans le retour au sein de la communauté des vivants. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier est Rallumer les étoiles. Quel joli titre pour ce dernier livre, docteur. Quelle histoire se cache derrière? Alors, j'ai décidé d'appeler ce livre Rallumer les étoiles en pensant à un ancien de la guerre de 14-18, qui est un grand poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire. Et il se trouve que Guillaume Apollinaire envoyait régulièrement des lettres à sa femme, qui s'appelle Lou, donc dont le titre des poèmes s'appelle Lettre à Lou. Louise de Châtillon, quelque chose. Pardon ? Louise de Châtillon. C'est ça, voilà. Et en fait, il parle d'un événement très particulier. Les Allemands tirent, il est dans les tranchées, les Allemands tirent, c'est en pleine nuit, et finalement toutes les étoiles, avec les vapeurs, avec la poussière, voilà, tout ça finit par éteindre toutes les étoiles. Puis une voix venue, dont on ne sait où, d'un capitaine qui dit « Rallumer les étoiles, c'est notre travail, à la fois de thérapeute, mais aussi de tuteur de résilience. » Parce que tout le monde peut être tuteur de résilience, et c'est le rôle de la nation tout entière d'être tutrice avec ses blessés. Oui, j'entends que c'est une question de les soigner, et c'est une autre question que nous allons aborder aujourd'hui, de non seulement les soigner, je me répète, mais également de leur donner une redirection dans la vie. C'est ça. C'est la grande question actuelle du sens, la quête du sens, redonner du sens. Qu'est-ce qui distingue le stress classique, après un événement difficile vécu, d'un véritable trouble de stress post-traumatique? Alors, dans le stress, un de mes pères, qui était le professeur Croc, Louis Croc, disait que le meilleur synonyme du mot stress, c'était le mot adaptation. Il n'y a pas d'autre. D'ailleurs, ça n'est pas une maladie, le stress, c'est une fonction dans l'organisme. Alors, on s'adapte ou on ne s'adapte pas, bien évidemment. Mais il y a un élément qui est une rupture radicale, qui est une rencontre avec la mort. Et dans la définition de la mort, nous les médecins, nous avons que des définitions négatives. Il y a plus de souffle, il y a plus de rythme cardiaque, il y a plus d'électroencéphalogramme, enfin, tout ça est bien plat. Les juristes disent un individu est mort lorsque le médecin a dit qu'il était mort. Ouais, c'est ça. La véritable définition, c'est la définition philosophique. Et la définition de la philosophie dit la mort est une rupture radicale, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B avec impossibilité de retour. Vous enlevez Jésus-Christ mis à part, personne n'est revenu du milieu des morts. Pourtant, ces gens-là ont vécu la mort, mais sont restés quand même vivants. Et ce qui a amené un de mes camarades à appeler ça le syndrome de Lazare. D'accord. Donc, on a compris, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que les syndromes de stress post-traumatique, en fait, sont, entre guillemets, étiquetés dès l'instant où il y a un réel trauma avec frôler la mort.
quasi la vivre et en réchapper en fin de compte. C'est pas un stress classique de j'ai une surcharge psychologique avec des gros ennuis qui me hantent. Là, on est quand même sur des sujets qui ont frôlé la mort. Donc évidemment, en cas de guerre, c'est plus que frôler la mort. Je crois que c'est je vous en prie. Vivre la mort. Je suis d'accord. Alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit symbolique. Absolument. Voilà. Spirituelle ou autre. Oui, c'est ça. Donc pourquoi certaines personnes, pour les mêmes conditions, développent-elles des troubles post-traumatiques et d'autres non, finalement? Alors c'est tout un travail de métabolisation intérieure. Oui. Beaucoup de gens finissent finalement par intégrer cette réalité de la mort dans leur psyché et finalement s'en sortent plus ou moins bien. En revanche, plus l'intensité, plus la violence a été forte, je pense par exemple aux victimes d'attentats, je pense aux victimes de grandes violences, aux tortures intentionnelles, où là on a 90% par exemple dans les tortures intentionnelles de personnes qui ont des syndromes psychotraumatiques. J'accompagne actuellement un harki qui a été... comment dirais-je, qui a vécu une détention par le FLN, qui a été torturé et qui a réussi à s'évader. Il a encore aujourd'hui, vous voyez, ça date des années 60, et il a encore aujourd'hui ce syndrome de répétition traumatique avec des cauchemars, avec ce fameux vécu comme si, des dépersonnalisations, des déréalisations. D'accord, donc je dois quand même préciser que vous traitez principalement des personnes qui ont, comme dernièrement au Bataclan, subi des tests des troubles post-traumatiques, notamment les premiers qui sont intervenus au Bataclan. Oui, j'ai un de mes jeunes, un bisu, qui lui est rentré comme médecin en premier dans le Bataclan. D'accord. Donc vous avez dû traiter. Je l'avais aidé à... Parce que passer la période de l'effroi, passer la période d'une sidération, il faut se raccrocher à quelque chose pour arriver à... Donc ça demande une construction identitaire en amont quand même. Hein. Et donc je lui avais dit, si jamais un jour que tu as quelque chose qui vient te déstabiliser à tel point, il faut que tu te rappelles quel est ton nom. Parce que retrouver son nom, c'est retrouver son être, c'est revivre à l'intérieur de soi. Quelle est ma fonction, quelle est ta fonction? Je suis médecin et finalement à quoi je sers? Je sers à soigner les gens. C'est ce qui lui a permis finalement de se remettre en mouvement. Est-ce qu'on peut dire que retrouver son identité est capital? Parce que l'identité, on peut la perdre pendant un trauma tel que celui-ci. Et est-ce qu'on peut dire que l'identité a été explosée, morcelée et qu'il est important de la retrouver? Ah oui. Et d'ailleurs, réunir l'identité. Je pense que Malraux résume bien ça quand il dit finalement l'homme en est réduit à un misérable tas de petits secrets. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de morcellement psychique. Et à ça d'ailleurs, plusieurs années après, Régis Debray, qui était notre philosophe aussi, répond en disant mais alors comment faire de ce tas un tout? C'est-à-dire, comment essayer de retrouver, de recoller les morceaux. Hein, c'est ce que moi j'essaie de refaire avec le Kintsugi par exemple. Mais j'en avais parlé avec le pape Jean-Paul II, et qui m'avait répondu non, c'est pas la notion d'unité d'être, c'est la notion d'intégralité d'être. Il faut donc rallumer l'intégralité de l'être. Est-ce qu'on peut dire que certains troubles de stress post-traumatique proviennent non pas juste d'un choc, mais d'une récurrence de choc? Alors oui, il y a, me semble-t-il, chez plusieurs individus, comme des formes de chapelet psychotraumatique. Ouais, c'est ça. Il y a parfois plusieurs traumas cumulatifs, mais parfois l'événement fait référence à quelque chose de très antérieur. Je pense à ce blessé que j'avais rencontré, qui était couvert d'eczéma, qui en avait partout, qui était venu me rencontrer en me demandant est-ce que vous pouvez pas me renouveler mon ordonnance. Quand j'ai regardé l'ordonnance, il y avait recto verso. Je lui ai dit mais est-ce que vous avez la capacité de manger avec tout ça, tellement on est loin de certaines formes de régime. Et quand je lui ai fait ces formes de régression à caractère hypnotique, je suis tombé
peut-être 20 ou 25 ans ou 30 ans avant, sur un trauma. Le trauma, il assiste à la naissance de son enfant, sauf que l'enfant est mort. Et il a été incapable de pouvoir parler. Il y a eu une sidération totale. Et le langage s'est absenté du sujet. D'accord, donc vous êtes remonté à l'origine du traumatisme. Bon, je précise quand même par des techniques hypnotiques de très haut niveau. C'est pas forcément ce qui se pratique en cabinet parce qu'il faut quand même remettre les choses en place. Et de ce fait, la personne que vous traitiez a guéri de son eczéma, c'est ça ? Et en fait, la semaine d'après, l'eczéma était parti. Ouais. Comment, en fait, le trauma modifie-t-il la perception du temps, du danger, du corps et des autres ? Parce qu'il y a un problème d'altérité. Alors, on dit souvent que le trauma est une blessure invisible. Ouais. Ça m'agace profondément. Parce qu'il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir. Et donc, les traumatisés, on les voit, le regard est posé vers en bas. Il y a, quand on pose, ça ramène à la philosophie de Levinas. Ce que je vois d'abord de l'autre, c'est son visage, disait Levinas. Et si on a perdu aujourd'hui on regarde plus les gens dans le visage. On est attentif à l'état de sollicitation, moins au visage de l'autre. Mais quand on regarde l'œil, qui est le miroir de l'âme, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui est éteint chez lui. Et donc finalement, c'est ça. Et donc il y a une modification profonde de la personnalité qui se fait. L'individu n'est plus comme avant. Il y a un avant et un après. Il y a une rupture dans le chronos. Merci Dr Chaput. On se retrouve tout de suite pour une deuxième partie. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour sur le plateau avec le docteur Gérard Chaput, nous évoquions les différents troubles des stress post-traumatiques et les troubles de perception du temps de ces individus, les troubles cognitifs liés aussi aux problèmes relationnels qu'ils peuvent rencontrer. Est-ce qu'il y a des différences entre les troubles vécus par des militaires, des pompiers, du personnel soignant ou des points communs ? Alors, le trauma, c'est le trauma et la pathologie est universelle. Il n'y a pas de problème. C'est des modes d'expression. C'est tout. Parce que rencontrer la mort, c'est identique pour tous. Et donc, que ce soit des pompiers, que ce soit des gendarmes, ils rencontrent cette expérience de la mort de manière différente. Je pense à une infirmière que je vais recevoir bientôt, qui était une infirmière en cancérologie. Elle rencontre, et souvent, elle était en phase ultra-terminale, l'accumulation de la réalité des patients qui vont mourir, l'annonce de la mort à quelqu'un, a fini par éroder, et à un moment, elle s'est appropriée cette annonce de la mort. Elle l'a faite pour elle-même, tout en le disant à quelqu'un d'autre, elle se l'appropriait. Et c'est ça qui a fait un impact. Pour les pompiers, par exemple, aller sur le feu et se voir entouré de flammes, ça peut être ça. Pour un gendarme, ça peut être d'aller faire, par exemple, ramasser un casque d'un motard sur l'autoroute. Ça m'est arrivé, parce que je me rappelle de ce jeune gendarme adjoint qui était sur l'autoroute à Perpignan. Un accident de moto, et le major lui dit, écoute, va ramasser le casque qui était là-bas, sauf que dans le casque, il y avait ce qu'il fallait, et ça a fait un impact. C'est-à-dire que la situation est fait violente, et c'est une violence extrême, et c'est une violence dans l'immédiateté. Ça se fait dans l'instant. Et donc il y a une rupture du continuum temps. C'est-à-dire que le chronos est scindé en deux. C'est ça. Et donc il y a un moment où il y a un blanc dans l'appareil psychique. Et c'est ce blanc qu'il va falloir aller travailler. Ouais, c'est ça. Est-ce que, par exemple, les communs des mortels que nous sommes peuvent subir aussi des troubles post-traumatiques par la récurrence des violences verbales ou physiques qu'ils subissent tous les jours ? Il faut que l'image même de la mort soit imprégnée. Vous pouvez avoir des violences, ça peut finir par vous éroder sur le plan psychique, mais en tout cas pas. Il faut qu'il y ait
le sentiment d'une mort immédiate. Ah, c'est ça, le point commun, c'est la mort. Je souhaitais souligner ce cas de figure parce que beaucoup se disent traumatisés ou post-traumatisés. Mais en fait, c'est quand même un petit problème de rhétorique. Hein. Voilà. Il a voulu me tuer. Et je pense par exemple à ce gendarme qui était otage à Ouvéa, et il voit arriver devant lui le fusil du canon. Ouais. Alors, on peut faire une audition de cet homme-là. Bien sûr. On prend l'audition. Oui, alors ce monsieur, vous voyez bien l'orifice du canon, et qu'est-ce que vous voyez derrière ? Mais derrière, c'est du langage reconstruit. Hein. Je veux dire tout de suite, tout est flou. La seule chose qui reste présente, c'est l'orifice du canon. Là, vous parliez du Bataclan tout à l'heure. Dans le Bataclan, j'ai un de mes amis qui était numéro 3 dans une très grande banque, voilà, et qui finalement voit l'orifice du canon. Il arrive en retard au Bataclan et il voit l'orifice du canon. Ouais. Voilà, donc ça peut être le coup de poignard, ça peut être des tas de choses. Donc on peut distinguer 2 types d'axes pour la thérapie, donc la thérapie classique, donc psychiatrique, psychologique, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le trauma, quand il impacte un individu, c'est un peu comme les bombes à fragmentation, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Oui. Dans ces bombes à fragmentation, les premiers impacts, c'est les liens du sujet avec lui-même, c'est-à-dire que le sujet ne se reconnaît plus, et d'ailleurs on entend très souvent « je ne suis plus comme avant ». Hein, et ça, c'est tout le travail des psychiatres et des psychologues qui font de plusieurs thérapies, des cognitivistes, des comportementalistes, de la psychanalyse ou le MDR. De l'EMDR ou autre, voilà. Et puis un deuxième axe qui est l'axe de la destruction du lien à l'altérité. Et moi, j'ai préféré travailler essentiellement dans cet axe-là, parce que on va pas réinventer l'eau chaude, et les psychiatres font de l'excellent travail, les psychologues aussi, c'est pas à nous à faire. En revanche, ces gens-là qui se sont isolés du monde, il faut les remettre dans le monde pour qu'ils puissent continuer à nouveau à servir. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est la question du sens. Ma vie a un sens, et je suis là pour continuer à servir. Exactement. Donc, il est question et de soigner, mais et après. Donc vous parlez du « et après ». Donc dans ce « et après », quels sont les facteurs favorisant une vraie reconstruction plutôt qu'un simple traitement, je dirais ? Alors, il faut vraiment tout reconstruire, parce que le sujet qui a vécu la mort peut se croire abandonné, même s'il y a plusieurs personnes qui ont été présentes pour l'aider. La mort, ça se vit toujours tout seul. Et donc, il y a un vécu de solitude et un vécu d'abandon chez le sujet. Et donc il faut rétablir ce lien à l'autre. Et ce lien à l'autre, il se fait de différentes manières. Et on utilise des médiateurs. Comme par exemple, dans la médiation animale, j'utilise beaucoup les abeilles. Les abeilles, pourquoi ? Parce qu'elles ont un objectif commun, les abeilles. Elles viennent servir le bien commun. Et elles passent par une abeille, ça passe par toutes les étapes. Et puis, toutes les abeilles, elles vibrent avec une fréquence très particulière, qui est la fréquence de 417 Hz. Or, 417 Hz, c'est la fréquence d'une lettre qu'on a tous entendu au moins une fois, qui est la lettre Aum, qui a donné en hébreu Aor, qui a donné comme mot le mot aurore aujourd'hui. Hein. Si vous allez lire, par exemple, Électre de Giraudoux, vous allez vraiment à la dernière page, au dernier paragraphe, vous avez une femme Narcisse qui dit comment cela s'appelle-t-il lorsque la ville brûle, les gens s'entretuent. Vous avez 4 ou 5 lignes qui sont d'une noirceur la plus profonde, et elle se termine dans un coin du jour qui se lève. Et nous serions tentés tous de dire, mon Dieu, mais quelle horreur. Sauf que là passe un passant qui dit, cela porte un très joli nom, femme Narcisse, cela s'appelle l'aurore, point final. C'est-à-dire que finalement, c'est maintenant que tout recommence. Et finalement, je recommence à vivre. Et c'est la lumière qui vient poindre. C'est pour ça que quand je fais mes stages en Camargue, je les amène sur un pont et je leur demande d'assister en Camargue au lever du soleil comme promesse d'un nouveau jour. Susciter l'espérance chez ces gens-là. J'utilise après comme médiation la médiation équine, comme un nouveau mode de paralangage. Comment je peux
mode de communication. Et le cheval est un excellent médiateur. Est-ce que je peux préciser qu'on n'est pas dans le bisou cheval classique? Certainement pas la calinothérapie. Non, c'est pas la psychopapouille qui est faite au cheval, surtout pas. C'est au contraire, je communique avec lui et donc je rentre en contact, je lui donne un ordre. Et comment je peux faire alliance avec le cheval? Et donc, si je transpose ça dans ma vie ordinaire, alors bien évidemment, je vais avoir un autre mode de communication avec l'autre. Oui. Donc, je peux aller... Parce que j'ai un camarade, par exemple, qui allait chercher son pain, qui venait d'Afghanistan, qui allait chercher son pain et qui le faisait en mode guerre, par exemple. Oui. Qui prenait le pain et qui partait aussi vite que possible. Alors que là, on peut communiquer un peu mieux avec la boulangère, par exemple. C'est ça, donc en fait, le sujet qui est proche du cheval, vous lui faites faire des exercices et vous avez une lecture comportementale du sujet et du cheval. Et le cheval. Et une lecture cognitive aussi chez le sujet. Et je leur fais porter des haltères ECG. Oui. Un haltère ECG pour le cheval, un haltère ECG pour le blessé, et je vois la concordance. Qui mesure les battements cardiaques. Et puis, on parlait de la peau. Dans le travail de la peau, je termine ce travail par ce qu'on appelle le pot à pot du professeur Anzieux. Oui. Et ce pot à pot est très important parce que ça vient apaiser toutes les angoisses mortifères. C'est un rappel, finalement, du moment où l'enfant vient de naître, qui a vécu une rupture radicale, parce qu'il vient de naître, et c'était... et c'est un enfant, et c'était un bébé, pas un bébé, j'ai perdu le mot. Un fœtus. Un fœtus, voilà, merci. Voilà, et c'est maintenant un bébé, c'est un humain. Et donc, bien évidemment, une rupture radicale. Et en fait, on pose le bébé sur le ventre de la mère, il y a donc une forme de portage, et c'est ce que j'essaie de reproduire, et ça permet d'apaiser toutes les angoisses mortifères. J'ai le souvenir d'un blessé, par exemple, qui était, comment dirais-je, qui avait vécu un drame pas très loin, victime de terrorisme, pas très loin de Paris, je ne dirais pas où, et qui toutes les nuits était réveillé par des cauchemars terrifiants. Et on a travaillé le travail de cheval, plus ce portage et ce pot à pot. Et la nuit qui a suivi, il a pu dormir comme un bébé, et depuis, il dort très bien. Tout n'est pas parti, mais en tout cas, cette partie-là, qui était effroyable, s'est apaisée. Donc on est en train de parler de l'association Sentinelle que vous avez cofondée et des stages qui s'appellent Serviam. Serviam, oui. C'est ça. Et vous évoquiez hier aussi, en aparté évidemment, le cas d'un véhicule blindé léger qui sur une route, la dite route s'effondre, le blindé se retourne, c'est ça. Et donc il n'y a pas eu de mort, mais les personnes dans le VAB se sont vues mortes. Ah ben oui, enfin le VAB s'est retourné. Alors, faut savoir quand même qu'à Wacky il fait quand même très très chaud. Donc on ouvre ce qu'on appelle les tapes, c'est-à-dire les fenêtres, si vous voulez, du VAB. Le VAB se retourne et tombe dans l'eau à l'envers. Et donc c'est une rizière quand même relativement profonde. Il se trouve que j'étais en tourelle juste derrière. Et donc on a pu sortir immédiatement pour aller ouvrir la porte du VAB. Dans l'eau c'était assez difficile, mais on a réussi. Et en fait, voilà, il a fallu après débriefer ces gens-là immédiatement. Et puis c'est quelqu'un que j'accompagne encore aujourd'hui. Parce qu'ils se sont vus morts, je précise. Ils se sont vus immédiatement morts. Avec des phénomènes hallucinatoires immédiats d'ailleurs. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, il y avait ma maman qui était juste à côté de moi, sauf que sa maman est à 6000 km, quoi. C'est ça, ouais. Donc la mort est liée aux troubles de stress post-traumatique. Merci docteur Chaput pour toutes ces explications. On vous retrouve sur Internet et à travers votre ouvrage que je remontre ici, Rallumer les étoiles, magnifique titre. Merci à vous aussi, chers auditeurs. On se retrouve quant à nous dimanche prochain à 15h30. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.